Pile-poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, transport physique avec Étienne Klein. Ici-bas, en toutes circonstances, nos corps et nos esprits ont partie liés. Pourtant, c'est bien en nous déprenant de notre appréhension sensible du monde et des illusions ou des aveuglements qui la caractérisent que notre raison est parvenue à mettre en lumière des lois physiques universelles qui nous étaient initialement inaccessibles. Au fil des siècles, un authentique dépassement s'est ainsi produit aux allures d'excursions hardies, de voyages sidérants, de quasi-téléportation. Bonjour Étienne Klein. Bonjour. Étienne, vous êtes venu plusieurs fois à ce micro pour parler de vos Merci différents pour votre livres. invitation. Parce que vous êtes très prolifique et qu'on vous suit de près, c'est toujours passionnant, c'est toujours différent. C'est toujours changeant. Donc, je rappelle que vous êtes physicien, philosophe, directeur du laboratoire de recherche des sciences de la matière au commissariat à l'énergie atomique. Et vous êtes également professeur de philosophie des sciences et de physique quantique à certains endroits. Donc, l'école centrale de Paris, c'est toujours d'actualité. On dit Centrale Supélec maintenant. On dit Centrale Supélec, alors Centrale Supélec Paris. Et vous revenez donc avec, avec ce livre, Transport physique, au nom étrange que nous allons expliquer, un livre un peu différent des autres, parce qu'on y parle de notre rapport au monde, à vous, à moi, à tout le monde. Quelle est exactement la nature de ce rapport au monde par rapport à la connaissance et notamment aux lois de l'univers? On y parle de physique, on y parle de philosophie et on y parle aussi, enfin vous y parlez aussi de vous. C'est un livre qui m'a paru plus personnel que les autres que vous aviez donné à lire précédemment. Oui, enfin, c'est un livre qui fait la boucle, enfin, qui fait une sorte de bilan d'une trajectoire qui m'a mené de l'écriture d'un livre sur les paradoxes quand j'étais jeune, à des livres sur la physique, puis à des livres sur le sport, le corps. En fait, il est parti de deux choses. Pendant que je l'écrivais, le titre que j'avais en tête était culture physique, au pluriel. Parce que vous avez remarqué que le mot physique est un des rares mots de la langue française qui existe au masculin et au féminin. Il y a le physique et la physique. D'où deux sortes de culture physique. Et je voulais tenter de les relier, sachant que dans l'éducation, elles sont plutôt séparées. Et puis un soir, j'ai dîné avec un ami, chef d'orchestre, qui s'appelle Alain Altinoglu. Et il a lui-même une passion pour Maurice Ravel. Et il m'a raconté qu'un jour, Ravel a dirigé un orchestre qui jouait ses œuvres. Et en plein morceau, il s'est complètement arrêté. Il a interrompu sa gestique, ce qui a créé une cacophonie dans l'orchestre. Il y a des musiciens qui ont continué à jouer, d'autres qui se sont arrêtés. Puis il a repris son mouvement. Nouvelle cacophonie. Bref, ça a été une petite catastrophe. Et à la fin du concert, on lui a demandé « Maître, que s'est-il passé ?» Il a répondu « Pendant ce court laps de temps, j'ai entendu à l'intérieur de mon crâne une autre interprétation possible de mon œuvre que celle qui était jouée par l'orchestre. » Et je me suis dit, mais ça, c'est, comme vous le dites, c'est la condition humaine. On est enfermé, non pas seulement dans notre moi, mais dans le monde au sein duquel nos enveloppes charnelles sont condamnées à demeurer. C'est la Terre avec l'atmosphère, le ciel tel qu'on le voit depuis notre position terrestre. Et ce monde, en fait, il nous trompe. Il nous trompe sur l'univers. Et la physique moderne, celle qui est née au XVIIe siècle avec des personnages comme Galilée, elle est née grâce à ces gens qui ont compris cela
et qui ont trouvé des stratagèmes intellectuels pour comprendre ce qui se passerait si on était ailleurs que dans notre monde. Par exemple, si on était dans le vide. Comment tomberaient les corps s'ils tombaient dans le vide? Question que pose Galilée. Et il la pose à une époque où on ne sait pas faire le vide et où on pense que le vide ne peut pas exister, au motif que la nature en a horreur. Et sans faire l'expérience de faire tomber des corps dans le vide, il comprend comment les corps tomberaient dans le vide. Autrement dit, la physique, c'est une exotopie. C'est un voyage en dehors de l'endroit où nous sommes. Et il a trouvé la bonne loi, en l'occurrence celle de la chute des corps, en posant des questions contrefactuelles. Qu'est-ce qui se passerait si? C'est-à-dire en faisant des expériences de pensée et non pas des expériences de laboratoire. Et ça, je trouve ça vertigineux. Et du coup, j'ai changé le titre. Culture physique est devenu transport physique. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes de transports physiques. C'est Il y en ça, a même qui sont immobiles. il faut se transporter. C'est une vieille idée, mais vous la renouvelez, et elle se renouvelle elle-même à la lumière, je dirais, de la science et de la physique contemporaine. C'est qu'on est, pour comprendre, on est toujours obligé de sortir de soi. Ouais. En fait, moi, quand je disais tout à l'heure, ça fait la boucle. C'est-à-dire, moi, mon premier étonnement, c'est un étonnement de lycéen en classe de seconde qui assiste à un cours de physique. On lui apprend les grands principes de la mécanique de Galilée. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Par exemple, le principe d'inertie, qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force est un mouvement rectiligne uniforme. Moi, j'entends ça. À l'époque, j'allais au lycée en vélo. Et j'avais bien vu que quand je cesse de pédaler, mon vélo s'arrête. Donc c'est l'immobilité qui est contagieuse. Et là, la professeure nous explique que si mon vélo n'était soumis à aucune force, il continuerait son mouvement indéfiniment. Et donc il y avait une contradiction entre ce que mon esprit devait comprendre pour avoir une bonne note en physique et l'expérience qu'avait mon corps des lois du mouvement. Et donc c'est là que j'ai compris que la physique était paradoxale, tout le temps. Elle contredit les lois qu'on déduit du spectacle du monde. Autrement dit, l'induction, qui fait passer de l'observation des phénomènes à la loi qui les gouverne, est une démarche qui est le plus souvent fausse. Si vous songez à toutes les lois physiques, même élémentaires, que vous avez apprises au lycée, si vous les prenez au sérieux, elles semblent bizarres. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un train et un monsieur a été contrôlé, comme tout le monde, par le contrôleur. Il n'avait pas de billet. Il a dit au contrôleur, monsieur, j'ai appris le principe de relativité en classe de seconde, énoncé par Galilée, qui disait « le mouvement est comme rien ». Et depuis cette date, je refuse de payer mes billets de train. Et le contrôleur lui a répondu très astucieusement. Je pense qu'ils sont formés à ça, les contrôleurs. Le contrôleur a répondu, mais Galilée a aussi dit que l'immobilité était un mouvement partagé. Donc, vous devez payez le prix du billet. Ouais. Oui, mais voilà, quand vous prenez les lois physiques au sérieux, ça vous met dans un rapport au monde qui est très étrange. Et donc, voilà, moi je suis admiratif de tous ces grands esprits qui ont réussi à s'émanciper des sensations du corps, s'émanciper des automatismes de la pensée, pour réussir à penser contre leur cerveau, comme dit Bachelard, et à trouver des lois physiques qui contredisent les phénomènes tout en les expliquant. Dans le cas de la chute des corps, ce que dit Galilée, c'est que s'ils tombaient dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Mais s'ils tombent ailleurs que dans le vide, dans l'air par exemple, il y a d'autres forces que la gravitation qui se manifestent, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons entre les corps lourds et les corps légers. Et ce stratagème-là, par lequel on parvient à faire en sorte que le monde dans lequel nous vivons décoïncide d'avec lui-même, ça me semble être la signature de la démarche de la physique contemporaine, et d'abord moderne. Et Étienne Klein, moi j'ai été fasciné aussi en vous lisant, en lisant ce livre, hein, Transport physique, qui est paru aux éditions Gallimard, je ne sais pas si je l'ai dit, ou qui paraît ces jours-ci. J'ai été fasciné et étonné et émerveillé par le fait qu'on ait cette capacité à sortir de son corps et à s'abstraire d'une certaine façon du sens commun et de la perception que nous avons du monde, qui nous paraît spontanément être la réalité de ce monde. Mais je ne sais pas quel âge vous avez, Marc. Le même âge. Ah bon? On a le même âge. J'ai une question à vous poser. C'est à quel âge avez-vous su que vous aviez un cerveau? Ah, ça,
Ça, je ne sais pas. Moi, Je saurais pas quand répondre. j'étais vraiment enfant, très jeune, je savais sans doute que j'avais un cerveau, mais je pensais que le monde, c'est ce que je vois, que la réalité se donne à moi de façon directe, sans qu'il y ait la médiation par l'intermédiaire d'un organe qui s'appelle le cerveau. Et c'est plus tard que j'ai appris l'existence du cerveau et le fait qu'en fait, il joue un rôle intermédiaire entre le réel et nous. Par exemple, on ne voit pas toutes les longueurs d'onde de la lumière, Ouais. on ne voit pas les atomes, on ne voit pas les particules élémentaires, on ne voit pas les galaxies lointaines. Donc nos sens sont limités, et en plus notre cerveau, il est très Oui, mais utile. vous Le dites, bon sens est très utile pour vivre, mais le bon sens n'est pas un critère suffisant pour contester ce que la physique nous dit. Parce que la physique s'est construite contre le bon sens. Contre le bon alors, sens. la physique, et vous dites aussi quand même qu'on a besoin du corps pour comprendre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que qu'à la fois, il faut dépasser le corps, mais ouais, on en a quand même besoin. on en a besoin, mais il faut s'en méfier. Faites une expérience assez simple que j'ai faite une fois avec des élèves de terminale, mais je pourrais la faire avec en fait n'importe qui, ça donnerait, je pense, le même résultat. Je pose sur la table un morceau de bois. À côté, je pose un morceau de marbre. Je demande aux personnes qui sont au premier rang de venir mettre leurs mains sur le morceau de bois, puis sur le morceau de marbre, et je leur demande, à votre avis, lequel de ces deux morceaux est le plus chaud? Bah, tous me répondent le morceau de bois. Ensuite, je sors 2 glaçons de ma poche, j'en pose un sur le morceau de bois, l'autre sur le morceau de marbre, et je leur demande, à votre avis, lequel des 2 glaçons va fondre le plus vite? Bah, tous répondent celui qui est sur le morceau de bois, il est plus chaud. Et là, on voit que celui qui est sur le morceau de marbre fond rapidement, et celui qui est sur le morceau de bois, il peut rester là pendant 1 heure. Donc ils sont étonnés, et ensuite je leur dis, mais en fait, le morceau de bois et le morceau de marbre sont à la même température qui est la température de la pièce. Et là, ils sont vraiment surpris, et ils se mettent à réfléchir. Autrement dit, le combustible de l'intellect, c'est l'étonnement, c'est l'incompréhension, c'est le paradoxe. C'est ça qui met l'esprit en marche. Et après, il faut essayer de comprendre pourquoi les choses se passent comme on a vu qu'elles se passent, et non pas comme nos sens indiquaient qu'elles devraient se passer. Et donc, il faut se méfier de nos sens, mais aussi de notre esprit, même si on ne peut pas penser sans lui. Et donc, tout le jeu, c'est de jouer de son esprit, de son intelligence, tout en se méfiant des conclusions hâtives vers lesquelles elle menace de nous mener. Et dans ce livre, je disais tout à l'heure que vous, Étienne Klein, que vous confiez, que vous donniez des témoignages personnels sur la façon dont vous vivez votre perception, votre corps, etc. Et d'une certaine façon dont nous le vivons tous. Mais il reste une question que je voudrais vous poser. Pour avoir la réponse complète, il faut lire votre livre, bien sûr, mais pour avoir une question, c'est qu'est-ce qui pousse, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pousse derrière les scientifiques? Prenons les gens comme Galilée, qui ont été non seulement contre le sens commun, mais contre toute la culture et la société de leur époque. Qu'est-ce qui fait cette force derrière la puissance de comprendre? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se mettre en danger au point de risquer sa vie, ce qui a été le cas Mmh. de Giordano Bruno ou d'autres? Mmh. Alors, Plutôt que d'accepter tranquillement que le réel, que le soleil tourne autour de la Terre et que... il y a une réponse simple qui consisterait à dire bah, c'était des génies. Oui, mais ça explique pas. Non, ça explique pas tout, évidemment. Et puis en plus, être un génie, ça veut pas dire grand-chose. Le génie, c'est la rencontre entre l'intelligence d'une certaine époque et des problèmes qui se posent à la même époque. Einstein, c'était l'homme qu'il fallait pour résoudre les problèmes de la physique au tournant des 19e et 20e siècles. Einstein, aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait pas du tout le génie qu'il avait à cette époque-là. Si on peut dire la même chose de Galilée, il a correspondu à son époque, où il a osé remettre en question les lois physiques qui avaient été écrites par Aristote à partir de la simple observation, sans faire d'expérience. Il disait en gros, les lois d'Aristote sont conformes à ce qu'on voit, mais la question que je me pose moi, c'est est-ce qu'elles sont vraies? Voilà. Et ça, c'est le début d'une quête absolument extraordinaire qu'a menée Galilée. Maintenant, vous me posez une question qui dépasse mes compétences, parce que pour y répondre, il faut que je sois doté de la même qualité d'esprit que la leur. Moi, celui qui m'impressionne le plus, Galilée, évidemment, hein, qui était à la fois un grand savant, un grand écrivain, un artiste. Il faut voir ses dessins, c'est absolument remarquable.
Et Einstein, qui continue de me fasciner, une espèce de simplicité de la pensée. Enfin, euh, à la fin de sa vie, on a demandé à Einstein, à votre avis, d'où vient que vous avez été le premier à mettre sur pied la théorie de la relativité, qui a changé notre compréhension des relations entre l'espace et le temps. Et Einstein aurait pu répondre, mais c'est parce que j'étais génial. Mais non, il a dit, c'est à cause, ou plutôt grâce à mon retard mental. Les questions d'espace et de temps sont des questions qu'on résout à l'âge de 7 ans. À 7 ans, n'importe quel enfant a compris que une longueur, ça se mesure avec un double décimètre, une durée, ça se mesure avec une montre ou une horloge. Une fois qu'on a compris ça, l'affaire est réglée. Mais moi, à cause de mon retard mental, je me suis posé des questions d'enfant que j'ai résolues avec un cerveau d'adulte. C'est une réponse incroyable. C'est cette désynchronisation. Donc c'est un esprit d'enfance. Peut-être que la bonne réponse à votre question, c'est une sorte d'esprit d'enfance qu'on maintient et qui fait qu'on ose poser des questions qui semblent stupides, mais qui en réalité enclenchent une dynamique de la pensée qui peut aboutir à des découvertes. Alors, un autre sujet d'étonnement, d'émerveillement dans ce livre, enfin, dans les phénomènes que vous décrivez, c'est le fait que non seulement on arrive à sortir de son corps pour se décentrer, si on peut dire, pour prendre un autre point de vue, c'est ce point de vue décentré qui nous permet de comprendre le monde, mais on est capable de trouver des lois, c'est-à-dire des lois universelles, des lois mathématiques, qui sont finalement relativement simples et qui expliquent un monde extrêmement complexe. Alors, d'où viennent ces lois? Est-ce qu'on les invente ou est-ce qu'on va les chercher quelque part et que finalement elles sont dans le principe de l'univers lui-même? Petite question. C'est une question un dimanche à 13h qui est peut-être un peu compliquée. C'est un sujet de dissertation. Hein. C'est Galilée qui a l'intuition que les lois de la nature s'écrivent dans un langage mathématique. Lui, il pensait à la géométrie. En fait, ce qui a vraiment marché, c'est les équations différentielles. Donc il y a un langage mathématique. Et la grande question que vous posez, c'est d'où vient que les mathématiques soient efficaces pour comprendre le réel. Et elles le sont d'une façon vraiment spectaculaire. Prenez l'exemple des ondes gravitationnelles qui ont été détectées pour la première fois en 2015, prédites par Einstein un siècle plus tôt, ou prenez en 2012 la découverte expérimentale du boson de Higgs, cette particule qui avait été prédite 48 ans plus tôt par des physiciens théoriciens. Les signaux enregistrés sont exactement identiques à ce qui avait été calculé. Donc est-ce que c'est un miracle à chaque fois ou est-ce que ça signifie que les mathématiques nous permettent de toucher quelque chose qui a à voir avec le réel? Et les mathématiques, est-ce qu'elles sont le vrai langage de la nature ou est-ce qu'elles sont un langage humain plus précis que nous, humains, avons inventé et par lequel nous interrogeons la nature? Bon, j'en sais rien. Moi, j'ai plutôt tendance à être platonicien, c'est-à-dire à penser qu'il y a un réel mathématique indépendant que nous explorons en faisant des mathématiques et qui explique les coïncidences qui se passent quand on fait une mesure qui correspond à ce qui a été calculé. Mais on pourrait aussi dire que les mathématiques, finalement, prolongent dans le domaine de l'invisible les mécanismes de la vision. Il y a un physicien que j'aime beaucoup qui s'appelait Paul Dirac, un des pères fondateurs de la physique quantique. Il paraît qu'il parlait très peu parce qu'il ne voulait dire que des choses vraies. Donc il parlait pas pour communiquer. C'était une autre époque. Donc voilà, il répondait par oui ou par non question, et il avait le souci que toutes ses phrases correspondent à des vérités vraies. Bon, et donc ses collègues étaient toujours embarrassés quand il fallait lui adresser la parole. Ils savaient pas trop comment faire. Et l'un d'entre eux, qui s'appelait Wolfgang Pauli, un jour était dans le même train que lui en Angleterre, et au moment où le train traverse une prairie dans laquelle sont en train de paître des moutons, il saisit l'occasion pour s'adresser à Dirac et lui dit « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac, qui ne veut que dire des choses vraies, se colle son nez à la fenêtre, regarde les moutons, revient vers Paoli et lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » C'est-à-dire qu'en fait, quand vous dites, en voyant un mouton d'un certain côté qu'il est tondu, en fait, vous n'avez pas regardé de l'autre côté pour voir s'il était vraiment. Non, mais c'est une déduction. Autrement dit, à partir d'un point de vue partiel, vous aboutissez à une conclusion générale. Donc ça veut dire que votre vision, elle va compléter ce qu'elle voit
ou plutôt votre cerveau va compléter ce que voit votre vision en tenant un discours général sur le mouton. Mais vous n'avez pas été vérifié. Et ce qu'a remarqué Dirac, c'est que les mathématiques qu'on utilise en physique sont des mathématiques qui permettent de construire ce qu'on appelle des invariants, c'est-à-dire des grandeurs qui ne changent pas quand on change de point de vue. Et donc peut-être que les mathématiques font ce que notre cerveau fait avec notre vision, c'est-à-dire qu'il complète un point de vue partiel par une loi générale. C'est un peu compliqué ce que j'ai dit. Oui, non, absolument, non, mais c'est pour ça que j'aime bien laisser un silence pour que les gens comprennent effectivement de quoi il s'agit, mais c'est tout à fait clair. En fait, on est toujours en train d'interpréter la réalité qu'on voit. Finalement, sans le savoir. Moi, quand on dit ça, on pense que il y a une forme de relativisme derrière tout ça. Moi, je pense que, évidemment, on ne peut pas dire qu'on décrit le réel tel qu'il est en lui-même. Mais je pense qu'on ne peut comprendre l'efficacité opératoire de la physique, qui est quand même stupéfiante, qu'en disant qu'elle nous permet de toucher quelque chose qui a à voir avec la réalité. Vous voyez, je suis prudent. Hein. Sinon, ça revient à dire que l'efficacité relève du miracle à chaque fois. À chaque fois, on a de la chance. À chaque fois, on a une interprétation qui tombe pile. Mais ça fait trop de miracles. Ouais, donc, si vous voulez, le relativisme radical, c'est une théorie du miracle. Ouais. Et moi, je m'y refuse. Dans ce livre, Étienne Klein, vous parlez évidemment de physique et d'expérience, mais vous êtes aussi aux limites de la poésie, et vous parlez beaucoup des éléments, vous parlez beaucoup... J'ai beaucoup pensé à Gaston Bachelard, hein, finalement. C'est mon maître. Voilà. et vous parlez de l'air, vous parlez de l'eau, vous parlez de l'onde, vous parlez des forêts, de la montagne, vous parlez de la nature, comme si, finalement, on revenait toujours à une expérience basique du corps, même pour expliquer les choses les plus compliquées. Vous parlez du ballon à un moment donné pour expliquer les relations, je crois, interatomiques entre les électrons, etc. Qui échangent des sortes de ballons, oui, voilà. Qui font des passes. Et des ballons qui font des passes. Et à chaque fois, donc, est-ce qu'on est prisonnier du concret ou est-ce que ce concret vécu nous aide à aller plus loin? C'est une très bonne question et elle est là encore difficile parce que je pense que le langage, il est relativement fixe et il ne tient pas compte de l'évolution des connaissances. Par exemple, aujourd'hui, on parle du temps comme en parlait Saint-Augustin au XVIe siècle. Il y a 16 siècles, c'est-à-dire au IVe siècle. Dans son livre Les Confessions, il y a un chapitre qui s'appelle Le temps, et si vous le lisez, vous comprenez ce qu'il dit. Et pourtant, entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein et beaucoup d'autres qui ont changé notre façon de penser le temps. Mais ça n'a pas changé le langage. On parle comme Saint-Augustin. Et donc le langage, il faut s'en méfier par le fait qu'il charrie avec lui des a priori clandestins. Et en même temps, on n'a pas d'autre chose que lui pour communiquer, pour expliquer. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'utiliser le langage pour expliquer ce que la physique nous apprend, tout en étant en lutte avec le langage. En essayant de le travailler pour qu'il parvienne à finir par dire des choses qu'il ne dit pas spontanément. Et la poésie peut éclairer, évidemment, parce qu'une fois que vous avez trouvé le moyen laborieux d'expliquer un résultat de physique, la chance peut vous conduire à tomber sur une phrase de poésie qui, lorsque vous avez lu l'explication en question, prend un sens nouveau ou éclairant, qui en une phrase vient dire ce que vous avez tenté d'expliquer. Ça ne veut pas dire que la science soit contenue dans la poésie, soit déjà là dans la poésie, mais que la poésie éclairée par la science peut rayonner d'une lumière nouvelle. Oui, votre livre est d'ailleurs bourré de citations de romanciers, de poètes, Edgar Poe, Alexandre Vialat, etc. Il y a quelques années, j'étais accusé de plagiat, donc je fais attention, je mets des citations partout, des guillemets partout. C'est des citations. et bourré de ces citations que vous référencez à chaque fois, et comme si il y avait avant la compréhension du monde, pour certains esprits, une espèce d'intuition de la compréhension future du monde. Voilà. Oui, mais il ne faut pas trop projeter ce qu'on a compris sur ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais nous, ayant compris, on croit comprendre dans ce qu'ils disent des choses nouvellement acquises. Bon, il y a des intuitions, en tout cas, notamment chez Victor Hugo, chez Paul Valéry, que je trouve assez incroyable. Paul Valéry, notamment, c'est celui qui est abondamment cité dans le livre, parce que
quand même, il a écrit beaucoup de ses textes dans les années 30. Et quand on les lit, on a l'impression qu'il parle d'aujourd'hui. Par exemple, quand en 1930, il parle de l'intoxication par la hâte. Vous imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui? Ah, ah ouais. Hein, donc il a une sorte de pression de ce qui va se passer qui est tout à fait saisissante. Mais moi, je dirais, pour conclure à propos de la question que vous posez là, que je me demande si mon sujet de recherche, finalement, c'est pas le langage. Finalement. Ouais. Finalement, c'est le langage. Ouais. C'est de travailler la langue pour qu'elle dise des choses nouvelles qu'on a acquises sans elle, par la physique en l'occurrence. Alors, vous parlez aussi du monde dans lequel nous vivons, Étienne Klein. Et il y a une remarque aussi, parce que moi, je fonctionne aussi par étonnement, et à chaque fois, je me dis, tiens, c'est... Et il y a une remarque. Mais je vous ai lu, je le sais. Pardon? Je vous ai lu, je le sais que Oui, vous oui, fonctionnez comme ça. voilà, c'est ça. Et vous faites une remarque à un moment donné sur le monde, et vous dites, finalement, on est une des premières générations à voir le monde changer sous nos yeux avec une telle rapidité. Et Je parle là moi, je fréquente beaucoup la montagne, comme vous le rappeliez tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a des transformations silencieuses qui sont trop lentes pour que notre vie, qui dure quelques décennies, puisse les observer. L'histoire de l'univers, on ne la voit pas à l'échelle d'une vie humaine. Mais même l'évolution des paysages pour nos mais maintenant, avec le changement climatique, sur une durée de vie humaine, et même moins que cela, vous pouvez voir des évolutions radicales. Moi, j'ai commencé à me balader autour de la mer de glace à Chamonix, dans les années 80. Et quand je la vois aujourd'hui, évidemment, je la reconnais pas. Elle s'est creusée, le glacier a fondu, etc. Tous ces Et glaciers. donc, il y a des transformations qui étaient inapparentes sur des durées de vie humaines qui deviennent, à cause de ces changements qui s'accélèrent, deviennent perceptibles. Et ça crée ce qu'on appelle la solastalgie, c'est-à-dire une fait de nostalgie par anticipation. C'est-à-dire qu'on a de la peine pour ceux qui viendront après glaciers nous qui vont et qui disparaître, pour les verront des animaux qui vont glaciers disparaître, transformés en bulles d'air. ouais. Mais est-ce que ça, c'est pas un changement aussi dans notre sensibilité et finalement dans notre confiance dans le monde? Parce que nos ancêtres, à leur mort, laissaient le monde à peu près comme ils l'avaient connu à leur naissance. La plupart du temps, ils bougeaient pas beaucoup de leur village, etc., pour 90% ou 95% des habitants. Donc, le monde représentait une espèce de stabilité. Il y avait des saisons, mais les saisons, c'est cyclique. Alors, moi, je dirais deux choses. La première, c'est que, quand même, quand on était adolescent dans les années 70, les choses changeaient très vite, mais il y avait un récit sur le futur. L'an 2000 était configuré. On nous expliquait comment on allait voyager, se nourrir, travailler, se divertir, communiquer en l'an 2000. Donc, le futur était mis dans notre présent. Et il était représenté doublement. Il était dessiné sous forme de bande dessinée, souvent, de sorte que chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui était déjà là, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration. Ça change trop vite pour qu'on puisse dessiner 2050 ou 2100. D'autant plus que l'idée de progrès a pris du plomb dans l'aile. Et quand on parle du futur, c'est jamais très attractif. Voilà. Alors l'idée de progrès supposait qu'on puisse parler du futur d'une façon à la fois crédible et attractive. Aujourd'hui, quand c'est crédible, c'est pas attractif, et quand c'est attractif, c'est pas crédible. Donc l'idée de progrès est prise en porte-à-faux. Et vous parliez de la stabilité du monde et du ciel, notamment le ciel nocturne. Il est toujours apparu comme étant stable, paisible, ordonné, le cosmos. Vous voyez comment le cosmos a servi de support pour la rationalité chez les Grecs. Or ça, c'est lié à la limitation de nos sens, en l'occurrence de notre vue. Si les Grecs, imaginez que Platon est disposé de détecteurs de rayonnement et de particules comme ceux qu'on a aujourd'hui. Vous avez peut-être lu dans la presse il y a quelques jours qu'on a détecté au fin fond de la mer Méditerranée, au large de la Sicile, un neutrino de très très haute énergie, d'une énergie beaucoup plus grande que toutes celles qu'on avait mesurées, qui vient d'une autre galaxie que la nôtre, et qui est le symptôme du fait que l'univers, en fait, contrairement à l'apparence qu'il a pour nous, il est ultra violent. Il y a des fusions de trous noirs, il y a des ondes gravitationnelles, il y a des pulsars. Bref, c'est un monde extrêmement dynamique, avec des énergies colossales.
qui apparaît, grâce à ces instruments, très différent de la stabilité qu'il semble avoir pour nos yeux. Alors imaginez que les Grecs de l'Antiquité aient eu le spectacle que nous avons du ciel étoilé, ça aurait complètement changé leur façon de penser. Ouais. Et on peut penser que, comme c'était de vrais scientifiques, ils auraient remis en question leur théorie. Ah ben bien sûr, mais ils auraient pensé autrement. Ils auraient pensé autrement. Autrement dit, la science, si on la prend au sérieux, en nous permettant d'accéder à des réalités qui échappent à nos sens, ou qui semblent bizarres spontanément à notre esprit, si on la prend au sérieux, elle doit changer notre façon de penser, en tout cas de penser certaines choses. Il y a des questions qui sont non scientifiques et pour lesquelles la science n'apporte aucune aide, ni aucune contrainte en fait. Mais il y a des questions, si on veut les prendre au sérieux, on doit tenir compte de ce qu'on a appris grâce à la physique. Je pense à la question du temps, je pense à la question du vide, je pense à la question de la causalité, etc. C'est des choses que la physique a obligé à repenser. Il y a une dimension aussi, Étienne, dans votre livre, c'est cet attachement au monde tel qu'il est, à notre terre, à notre monde, à cette expérience basique, fondamentale, qui est notre relation au monde, le vécu par rapport à la terre, par rapport à la nature. Vous n'êtes pas le premier à avoir parlé de ça. Et vous n'imaginez pas qu'on puisse vivre ailleurs que Oui, moi je sur, que pense sur comme la Terre. Husserl que nous sommes terriens avant d'être humains. Voilà, nous sommes liés à la Terre. Nous sommes liés à la Nous Terre. sommes géocentrés. Donc, Et si on peut aller ailleurs, peut-être qu'on ira sur Mars. Mais je ne crois pas qu'on c'est-à-dire restera qu'en pensée, finalement, sur Mars avec une en gravitation pensée, on n'est pas différente. lié à la Terre, Voilà. mais dans notre vie, on est lié. Voilà. Et si on est vraiment déplacé ailleurs, ce qui est sans doute physiquement possible, on deviendra autre. On perdra, je pense, une partie de notre humanité. Si vous passez 6 mois dans un champ de gravité qui est un tiers de celui qu'il y a sur Terre, avec un scaphandre en permanence, votre relation aux autres sera différente, votre conception de ce qu'est votre humanité sera différente. Voilà. Donc, en plus, je crois pas. Pourtant, il y a des gens qui mettent de l'argent. Oui, mais je crois pas qu'on ira coloniser une exoplanète. Ouais. C'est trop loin. Le voyage est trop long. Et déjà, donc, il y a une impossibilité physique. Voilà, on peut sortir de l'atmosphère, évidemment, ça s'est fait, on peut aller sur la Lune, mais je ne crois pas qu'on puisse coloniser d'autres planètes si facilement. En tout cas, on ne peut pas y transporter toute l'humanité. Et donc, il faut se convaincre qu'on n'ira pas vraiment ailleurs. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et d'autre part, je pense que l'expérience du corps est une expérience cruciale. Enfin, je le dis dans le livre, il y a des gens qui se posent la question de quelle est l'attitude qu'on doit avoir pour bien penser. Est-ce qu'il faut être assis, mettre son corps à distance? Gell-Mann, qui est un grand physicien qui a eu le prix Nobel, parle d'une expression allemande, la Sitzfleisch, la viande assise. C'est l'idée que pour vraiment penser, il faut que le corps soit assis, immobile, et il faut s'éloigner de lui par l'esprit pour bien penser. Bon, c'est possible que ça marche pour certaines personnes, moi c'est tout le contraire. Je pense que l'activité physique, notamment d'endurance, la course à pied, le vélo, l'alpinisme, provoque dans le cerveau des métamorphoses qui changent la vie de l'esprit. Et c'est comme ça que viennent... mais on est en permanence en train de penser en une espèce de rafraîchissement en arrière-plan, comme les iPhones. Oui, mais une idée peut survenir comme ça à l'improviste, alors que vous n'êtes pas censé être en train de penser. Nietzsche disait il faut se méfier de toute idée qui ne naît pas dans un contexte musculaire à l'air libre. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai pas beaucoup d'idées, donc je peux pas vous proposer une statistique impressionnante. Mais je sais pas, c'est moi quand je vais courir ou faire du vélo, quand je reviens, et c'est encore plus fort avec les courses en montagne, j'ai un autre rapport à la réalité, une autre façon de voir le monde que celle que j'avais en partant. Donc le corps a joué un rôle dans la vie du cerveau. Au dernier chapitre de ce livre, donc je rappelle, transport physique, les deux au pluriel, transport au pluriel, physique au pluriel, on commence à comprendre de quoi il s'agit. Dans le dernier chapitre, vous parlez un petit peu beaucoup même, enfin, je pense que vous avez beaucoup plus de choses à dire
que ça sur le monde dans lequel nous vivons. Et j'aurais quelques questions à vous poser qui dépassent un petit peu ce livre et qui projettent peut-être vers d'autres livres que vous écrirez plus tard, parce on sent que vous avez des choses à dire dans ce domaine. Première question, c'est sur le... Vous l'ébauchez, mais vous ne le développez pas, c'est sur le statut de la vérité. Puisqu'il est, bon, il est courant de dire qu'on vit une période où la vérité n'a plus le statut qu'elle avait auparavant, qu'elle est en train de disparaître. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? En fait, dans tous les sujets que j'aborde dans le livre, c'est la question qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toujours eu des mensonges, il y a toujours eu des erreurs dans les discours des uns et des autres. Mais on voit bien que aujourd'hui, dans les mêmes canaux de communication, circulent des connaissances scientifiques ou autres, mais aussi des croyances, mais aussi des commentaires, beaucoup de commentaires, des avis, des bobards, des fake news, etc. Et que ces choses qui ont des statuts très différents, par le fait qu'elles circulent ensemble, ont des statuts qui se contaminent. Par exemple, si je vous dis, si je vous expose une connaissance, vous pourriez m'objecter qu'en fait, cette connaissance est la croyance de la communauté à laquelle j'appartiens. Et puis, si je vous présente une croyance, vous pourriez me dire qu'en fait, c'est une connaissance qui est injustement méprisée par les sachants. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, me semble-t-il. Et puis, notre esprit, notre cerveau, il n'a pas le temps ni la patience d'aller vérifier que ce qui est dit ici ou là est vrai ou pas. Et donc, il a tendance à déclarer vrai les éléments qui traversent l'actualité, dont il lui plaît qu'ils soient vrais, sans vérifier qu'ils le sont. Autrement dit, il y a une sorte de concaténation entre la liberté et la vérité. C'est-à-dire que chacun est libre de décider ce qui est vrai pour lui. Chacun sa vérité. Et le fait de mettre la liberté constamment au-dessus de la vérité, je me demande quel genre de société ça fabrique et quel genre de lien social on peut installer dans un monde où chacun pense qu'est vrai ce qu'il a envie de croire vrai. Mais ce qu'on vit, Étienne Klein, c'est le contraire de ce que vous expliquez dans le domaine du développement scientifique. C'est-à-dire justement de sortir de soi et d'aborder d'autres points de vue pour comprendre. Et si l'on est enfermé dans un point de vue et que la règle, c'est de dire chacun sa vérité, à ce moment-là, on est devenu prisonnier à la fois du corps, des sensations, des fantasmes, des désirs. Mais moi, je distingue toujours la science de la recherche. La science, c'est l'ensemble des connaissances, ou plutôt l'ensemble des bonnes réponses qu'on apporte à des questions bien posées. Et par exemple, on sait que la Terre est ronde, que l'atome existe, que l'univers est en expansion. Vous pouvez contester ces résultats, mais vous ne pouvez le faire que si vous avez pour les contester des arguments scientifiques. Vous ne pouvez pas le faire simplement en invoquant votre ressenti, vos croyances, vos connaissances, même si elles ne sont pas adéquates à la question posée. Et donc, voilà, je ne dis pas que ce sont des vérités absolues, mais c'est des vérités quand même bien établies. Mais dans le même temps, nous savons que ces connaissances scientifiques posent des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Donc ce doute, qui est un doute très particulier, c'est le doute de celui qui sait qu'il ne sait pas. Voilà. Eh bien, ce doute, qui est le moteur de la recherche, il est évidemment très, très important. Mais quand on confond la science et la recherche, ce qu'on a beaucoup fait pendant le Covid et qu'on continue de faire, alors l'idée de doute, qui est consubstantielle à la recherche, vient coloniser l'idée même de science. Et on dit la science c'est le doute. Mais si la science c'est le doute, alors... et si en plus je vois des experts qui ne sont pas d'accord, moi avec mon ressenti, mes préjugés, je peux dire urbi et orbi ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Et ça donne la cacophonie ambiante dans laquelle nous sommes. Et est-ce qu'on peut faire confiance, Étienne Klein, aux chercheurs pour conserver cette honnêteté, je dirais, intellectuelle, qui est de douter et d'être capable, comme l'ont fait beaucoup de scientifiques depuis toujours, de remettre en question parfois tout le travail d'une vie sur une seule mesure? Oui, oui, bien sûr, mais moi je ne fais pas confiance aux scientifiques quand ils disent « je ».
D'ailleurs, j'observe que dans beaucoup de médias, quand on a un scientifique sous la main, on ne lui demande pas ce qu'il sait, on lui demande ce qu'il pense. Mais la priorité, ça serait de lui demander ce qu'il sait. Et un scientifique, c'est pas quelqu'un Qu'est-ce que vous faites comme différence? Un scientifique, c'est pas quelqu'un qui est sorti de la condition humaine. Donc un scientifique n'est pas objectif. Pourquoi? Parce qu'aucun scientifique ne l'est. Un scientifique peut se tromper, car tout le monde se trompe. Un scientifique peut subir des influences culturelles, religieuses, philosophiques. Et donc, un scientifique, il est comme tout le monde. Il n'a pas subi une cure de désintéressement personnalisé qui l'aurait fait sortir de la condition humaine. Donc, ce qu'on demande à un scientifique, c'est pas d'avoir des qualités qu'il ne peut pas avoir, c'est d'être honnête. Dans un sens très particulier, être honnête pour un scientifique, ça veut dire, je me pose une question, je mène des travaux de recherche pour tenter de répondre à la question, j'obtiens des résultats. Avant de les mettre sur un réseau social quelconque, je les présente à d'autres scientifiques qui travaillent sur des sujets proches du mien et se posent des questions analogues, pour recevoir leurs critiques. Et ces séances de présentation des travaux scientifiques, comme vous le savez, dans les colloques, peuvent être très violentes. On reçoit des objections, on est critiqué, on nous signale qu'on n'a pas tenu compte de tel ou tel phénomène, on a été victime de biais cognitifs, on a des analyses qui sont incomplètes. Donc on retourne travailler pour tenir compte de ces remarques, et au bout d'un temps qui peut être très long, on revient présenter des résultats, et là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un résultat scientifique. Le temps en question peut être long. Le boson de Higgs, ça a été 48 ans. L'atome, ça a été 2500 ans de discussion, avant qu'on établisse la preuve qu'il existe vraiment. Et une fois que ce résultat scientifique est acquis, que ce soit monsieur machin ou madame bidule qui présente les résultats, n'a pas d'importance. Le scientifique qui va parler dira « nous savons que », nous, c'est le « nous » qui est important. Nous savons que, ça c'est la science. Et nous nous demandons si, ça c'est la recherche. Non. Et donc, moi je reprendrais volontiers la définition de la recherche que donnait Karl Popper, grand philosophe des sciences. Il disait « la recherche, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir ». Les mots importants, c'est amicalement hostile. Il faut être suffisamment amis pour se parler les uns aux autres et suffisamment hostile pour ne pas... Le monde scientifique est en train de venir. Nous allons réussir à conserver cette communauté cette communauté finalement de langage et cette révérence vis-à-vis de la vérité qui fait qu'à un moment donné, on s'incline. Oui, on délègue. On ne peut pas vérifier. Il y a trop de production. Donc moi, je n'opposerai pas les scientifiques et le grand public. Les scientifiques font partie du grand public. C'est-à-dire que moi, je peux vous expliquer le boson de Higgs, mais je ne peux pas vous expliquer le principe de fonctionnement du vaccin à ARN messager. Un biologiste pourra le faire, mais il ne pourra peut-être pas vous parler du boson de Higgs. Donc un scientifique, il est compétent dans son sujet, mais pas vraiment ailleurs. Et donc, il fait partie, d'une certaine façon, du grand public. Donc moi, je ne suis pas partisan, parce que c'est impossible, de fonder une conception scolaire de la citoyenneté. On ne peut pas demander à un citoyen de connaître la génétique, la physique nucléaire, la cosmologie, l'algorithmique et tout le reste. Justement, il faut qu'il fasse confiance. Alors, du coup, il faut faire confiance. Mais la question, c'est voilà. À qui on fait confiance, à qui on accorde sa confiance. Tout le monde parle. Qui représente celui ou celle à qui on doit accorder sa confiance? Ça, c'est une question énorme. Quand on demande aux Français, on l'a fait dans des sondages divers, s'ils ont confiance à la science, ils répondent oui avec une assez forte majorité. Mais la question n'est pas claire. Est-ce qu'elle veut dire, est-ce que vous faites confiance aux scientifiques quand ils parlent? Est-ce que vous avez confiance dans ce qu'ils disent? Mais si oui, est-ce que vous les croyez tous? Ou est-ce que vous avez vos favoris? Ou bien est-ce que vous avez confiance dans la science pour produire des résultats dits scientifiques qui ont une objectivité particulière? Deuxième façon de comprendre la question. Ou bien, troisième façon, est-ce que vous considérez que la science va nous aider à résoudre les problèmes qui se posent à nous? En tout cas, certains d'entre eux liés au changement climatique, à la raréfaction de l'énergie, etc. C'est pas la même question. C'est pas, et les réponses seraient sans doute différentes si on distinguait ces trois façons de comprendre une même question. Vous, Étienne Klein, ça sera ma dernière ou mes dernières questions. En quoi avez-vous confiance et de quoi vous méfiez-vous?
Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et c'est une question parce que vous voyez, pour quelqu'un de ma génération, le constat est clair. Moi, je suis devenu incompétent pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde. Ouais, je comprends plus. Puisque des Trop choses vieux que je croyais, oui, peut-être, il y a des choses que je croyais impossibles qui se voient maintenant en plein jour. Par exemple, l'élection de Donald Trump, c'est quelque chose que je ne comprends pas, qui me paraît impossible. Pourtant, vous avez des tas d'analystes qui vous expliqueront, ou de politologues ou sociologues qui vont Mais vous expliquer pourquoi il explique après coup. Il explique après coup, oui, Voilà. comme souvent. Mais avant, moi, j'avais vu le film qui s'appelle un film sur Donald Trump qui raconte sa vie. J'ai oublié le titre du film, notamment sa relation avec un avocat qu'il a formé. J'ai oublié le titre. Bon, ça va peut-être me revenir, mais quand on voit ce film, on se dit c'est impossible qu'il soit élu. En fait, il a été élu. Le fait qu'on puisse mentir effrontément sans en payer le prix du point de vue du crédit politique qu'on a, c'est quand même une surprise. C'est une surprise. Mais alors, justement, je vous prends un peu au mot, Étienne Klein, vous êtes un scientifique. Donc, le monde, vous le prenez, vous l'analysez. Donc, c'est un fait qu'il a été élu. Il n'est pas... que Donald Trump a été élu avec peut-être une courte majorité, mais enfin une majorité indiscutable. Ça c'est un fait. Vous êtes bien obligé de partir de là. Non, mais je ne conteste pas le résultat de l'élection. Je dis que je ne suis pas capable de l'analyser. Autrement dit, il faudra peut-être des années. Je suis un homme tellement surpris par l'actualité qu'on ne peut pas me demander, comme vous l'avez fait, d'expliquer ce qui se passe. Je ne comprends pas. Ouais. Je suis surpris. J'ai peut-être vécu dans une sorte de bulle d'illusion. J'ai pensé par exemple qu'en Europe, on avait trouvé des stratagèmes démocratiques pour installer une paix, entre les États en tout cas, durable et peut-être même définitive. Ben, je me suis trompé. Je pensais que la laïcité allait s'imposer, que la religion allait devenir quelque chose de relativement privé et que les monothéismes allaient accorder leur violon pour fabriquer une forme de syncrétisme sympathique. Et que la science, elle, ferait autorité. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Mais dernière question, est-ce que c'est pas formidable que le monde nous surprenne encore? Ah non, mais je suis passionné par ce qui se passe. Je suis à la fois passionné et incompétent. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Autrement dit, je considère qu'il y a là quelque chose à comprendre, qui me surprend, donc qui m'agite intellectuellement, mais j'ai pas encore les bonnes réponses à la question que vous posez. Étienne Klein, merci d'être venu au micro de Pile Poule. Je rappelle donc le titre de ce livre, Transport physique, paru aux éditions Gallimard. Merci Étienne. Merci Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.